Sous l'écrasante chaleur du golfe Persique, sur une étendue vaseuse du Shatt al-Arab, se trouvait ce qui était alors la propriété la plus stratégique de tout l'Empire britannique. Pas une mine d'or sud-africaine, pas une plantation de thé indienne. Non. C'était un gigantesque labyrinthe de conduites métalliques, de tours de distillation et de cheminées rugissantes, la raffinerie d'Abaddon. En 1951, cette installation n'avait pas d'équivalent dans le monde. Elle couvrait plus de 2,5 km² au cœur du désert, traitant près de 25 millions de tonnes de brut chaque année. Et l'intégralité de cette production, chaque baril, chaque livre sterling issu de cette rivière de pétrole, appartenait à une entreprise, l'Anglo-Iranian Oil Company. Pour le gouvernement britannique, installé à plus de 6400 km de là, sous le ciel gris de Londres, Abaddon n'était pas un simple site industriel. C'était une bouée de sauvetage. L'Empire avait peut-être vaincu Hitler, mais il était exsangue. Les caisses de l'État étaient vides, englouties par les dépenses militaires. Le pays vivait sous le rationnement, survivait grâce à des dettes colossales envers les États-Unis et dépendait de ses actifs extérieurs pour éviter l'effondrement total. Et la principale source de devises étrangères venait d'Iran, du pétrole iranien. L'Anglo-Iranian Oil Company, connue aujourd'hui sous le nom de BP, fonctionnait quasiment comme un ministère parallèle. Une structure tellement rentable qu'elle alimentait directement le trésor britannique, fournissait du carburant aux navires de la Royal Navy et faisait tourner les usines des Midlands. C'était l'oxygène financier d'un empire sur le déclin. Mais un problème colossal planait. Cette manne colossale provenait d'un pays qui commençait à prendre conscience de son propre potentiel et de son droit à disposer de ses richesses. L'Iran, civilisation plurimillénaire, avait été relégué pendant des décennies au rang de réservoir de ressources pour des puissances étrangères. Les Britanniques dirigeaient l'exploitation pétrolière avec une arrogance presque caricaturale aujourd'hui. À Abaddon, les cadres britanniques vivaient dans une enclave luxueuse. Terrain de cricket, pelouse impeccable, bungalows climatisés, repas importés de Londres, cocktails servis sur des vérandas ombragées. Pendant ce temps, de l'autre côté de la clôture, les ouvriers iraniens s'entassaient dans des baraquements construits à partir de fûts de pétrole écrasés. Pas d'eau potable. Pas d'électricité. Des températures avoisinant les 49 degrés Celsius. Des salaires misérables. Aucun droit. Une ségrégation totale dans leur propre pays. L'injustice était écrasante. En 1950, l'IOC engrangea 170 millions de livres de bénéfices. L'Iran n'en reçut même pas 16 millions en redevances. Londres taxait davantage l'entreprise que l'État iranien ne gagnait de ses propres ressources naturelles. Pendant des années, la colère iranienne avait grondé. En 1951, elle explosa pour de bon. À la tête de cette explosion, Mohammad Mossadegh. Un aristocrate, juriste, nationaliste convaincu. Un homme frêle, souvent malade, dont les crises d'émotion et les effondrements publics servaient de prétexte à la moquerie de diplomates occidentaux incapables de saisir sa détermination. On se moquait de son apparence, de son comportement jugé théâtral. Mais tout cela masquait l'essentiel, Mossadegh était extrêmement perspicace. Il avait compris ce que les Britanniques avaient refusé de voir, la force politique de la dignité. Son message était limpide, le pétrole du sol iranien appartient au peuple iranien. Ce n'est pas une rente destinée à remplir les poches des actionnaires londoniens. Il exigea un audit complet des comptes. Il réclama un partage équitable des profits, à l'image du modèle 50-50e obtenu récemment par l'Arabie saoudite avec les compagnies américaines. Les Britanniques refusèrent. Le président de l'IOC, Sir William Fraser, était l'archétype du dirigeant colonial. Convaincu que les Iraniens étaient incapables de gérer un secteur aussi complexe, il refusa toute concession. Il traitait le gouvernement iranien comme un sous-traitant indiscipliné. Il pensait que les Iraniens céderaient, car ils avaient besoin de l'expertise britannique pour maintenir la raffinerie en activité. Cette condescendance fut fatale. Le 15 mars 1951, le Parlement iranien vota à l'unanimité la nationalisation de l'industrie pétrolière. Quelques semaines plus tard, Mossadegh devenait Premier ministre. À Londres, ce fut un choc sismique. Une humiliation nationale. Une perte stratégique d'une ampleur inédite. Un pays du tiers-monde venait de s'emparer du plus précieux joyau énergétique de l'Empire. Le cabinet de Clément Attlee, au 10 Downing Street, entra dans une panique froide. Sans revenus pétroliers, la livre sterling menaçait de s'effondrer. Le niveau de vie déjà misérable du pays descendrait encore plus bas. Les chefs militaires élaborèrent même un plan d'invasion, l'opération Buchanan, visant à reprendre Abaddon par la force. Mais le trésor britannique fut catégorique, impossible. Le Royaume-Uni n'avait ni l'argent, ni la logistique,
ni l'aval américain pour déclencher une guerre. Truman, englué dans la guerre de Corée, refusa catégoriquement de soutenir une intervention. Sans les États-Unis, les Britanniques étaient impuissants. Alors, Londres opta pour une autre arme, l'étranglement économique. Si elle ne pouvait pas reprendre le pétrole, elle empêcherait quiconque d'y toucher. Blocus total. La Royal Navy patrouillant le Golfe. Menace judiciaire contre toute compagnie tentant d'acheter du brut iranien. Avoirs iraniens gelés. Exportation vitale stoppée. Personnel britannique retiré d'Abaddon, laissant la raffinerie figée dans le silence. L'objectif était simple, faire plier Mossadegh. Mais il tint bon. Il appela les Iraniens à accepter des sacrifices pour défendre leur souveraineté. Et le peuple suivit. Mossadegh devint un héros du monde décolonisé. Puis, en octobre 1951, Churchill revint au pouvoir. À 77 ans, il considérait l'AIOC comme une création personnelle. La perte d'Abaddon était pour lui un affront intime. Il voulait la force. Il voulait envoyer des troupes. Mais le pays n'en avait pas les moyens. Alors il se tourna vers l'arme de l'ombre, les services secrets. Le MI6 lança, l'opération Boot, un projet de coup d'État reposant sur la corruption, la propagande et l'agitation sociale. Mais Mossadegh découvrit le complot. Il expulsa l'ensemble du personnel diplomatique britannique et fit fermer l'ambassade. Le MI6 se retrouva aveugle, incapable d'agir depuis Londres. Pour renverser Mossadegh, une seule solution restait, convaincre les États-Unis d'agir. Truman refusait. Mais Churchill patienta. Il savait que le vent politique tournerait. En novembre 1952, Eisenhower fut élu. Et surtout, il plaça les frères Dulles John Foster aux affaires étrangères, Allen à la CIA aux postes les plus stratégiques. Ces deux hommes voyaient la planète comme un front global contre l'Union soviétique. Alors Churchill changea de discours. Il cessa de parler de pétrole. Il parla de communisme. Il envoya ses diplomates expliquer que Mossadegh était dépassé, que l'Iran se désintégrait économiquement, que le parti Tudeh, les communistes iraniens, s'apprêtaient à saisir le pouvoir. On leur peignit un scénario apocalyptique, un Iran soviétique dominant les eaux chaudes, contrôlant le golfe Persique, et donc l'approvisionnement en pétrole de l'Occident. Ce n'est pas une question d'argent, affirmaient les Britanniques. C'est une question de sécurité mondiale. Sans action immédiate, l'Iran deviendra un satellite de Moscou d'ici Noël. Ce fut un mensonge habile. Une manipulation parfaite. Et les États-Unis tombèrent dans le piège. Eisenhower donna son accord. La CIA se mit alors à l'œuvre. Le plan fut renommé « Opération Ajax ». La CIA dirigeait, le MI6 fournissait informations et contacts. Le budget était dérisoire, $1 million pour renverser un gouvernement et reprendre le contrôle d'une industrie pétrolière valant des milliards. Le responsable sur le terrain, Kermit Roosevelt Jr. Petit-fils de Theodore Roosevelt, incarnation du parfait espion américain, discret mais déterminé. Il pénétra en Iran par la frontière irakienne avec un faux passeport, et dans sa valise, non pas d'armes mais des liasses de rials et de dollars. La mission, acheter une révolution. Téhéran était déjà au bord du chaos. Le blocus britannique avait fait exploser l'inflation, détruit la classe moyenne et fragmenté le mouvement nationaliste. Roosevelt savait que la première phase du coup d'État militaire pourrait échouer, mais que la manipulation psychologique et sociale restait intacte. Il commença par acheter la presse. Des enveloppes épaisses circulèrent dans les rédactions, et du jour au lendemain, les journaux se mirent à attaquer Mossadegh de manière effrénée. Accusations absurdes d'athéisme, de collusion avec les Britanniques, d'espionnage pour l'Union soviétique. Peu importait la cohérence. L'objectif était de semer la confusion. Puis vint la rue. Roosevelt engagea des bandes de zircons, hommes forts et respectés dans la population, pour organiser des affrontements orchestrés. Une première faction soutenait Mossadegh, une seconde attaquait la première en clamant « Vive le Shah ». Le but, générer une anarchie totale et terroriser la population. Les agents britanniques, encore en communication clandestine, identifiaient les généraux corrompus et les religieux à convaincre. Mais le succès du coup d'État dépendait du Shah, qui devait signer 2 décrets royaux, destituer Mossadegh et nommer le général Faslullah Zaidi, allié pro-britannique. Le Shah hésitait, conscient de la popularité de Mossadegh. Pour le convaincre, la BBC Persian fut utilisée comme canal secret. La nuit du coup d'État, le speaker annonça un mot de passe, « Il est minuit pile ». Le Shah comprit le signal et signa les décrets. Le 15 août, la première tentative échoua, l'arrestation de Mossadegh fut un fiasco. Son domicile fut défendu par des troupes loyales, le Shah prit la fuite vers Bagdad, puis Rome.
À Washington, la CIA crut l'opération terminée, échec total. Mais Roosevelt ignora les ordres de retrait. Il savait que le chaos pouvait encore être exploité. Pendant 3 jours, il inonda Téhéran d'argent. Il paya manifestants, faux communistes, religieux influents. La rue devint le théâtre d'un affrontement orchestré. Incendies, attaques de commissariats, propagande virale. Les forces armées, longtemps neutres, commencèrent à basculer. Le général Zaidi, caché, fit son entrée en ville à bord d'un char. La bataille finale eut lieu au 109 rue Cox, résidence de Mossadegh. Les combats furent intenses. Les chars pilèrent les grilles. Les gardes ripostèrent, mais la résistance céda sous le feu et les explosions. Mossadegh, vieil homme en pyjama, capitula. La radio annonça la fin de son gouvernement. Le char entra triomphalement, accueilli par les généraux qui avaient trahi leur propre pays. À Londres, Churchill exulta, le pétrole était sécurisé, l'Empire démontrait sa puissance. Mais la victoire était partielle. Les Américains, principaux acteurs du succès, refusèrent de restituer le monopole britannique. Un consortium international fut mis en place. La British Petroleum, ex-IOC, dut céder 40% à des compagnies américaines, 14% à des intérêts néerlandais et français. Londres ne conserva que 40% des actifs. Une humiliation masquée en triomphe. La suprématie britannique au Moyen-Orient s'était éteinte. Les États-Unis devenaient désormais les maîtres de la région. Pour $1 million, l'Occident avait sécurisé 25 ans de pétrole bon marché. Les profits reprirent, le trésor britannique fut renfloué. Mais la véritable facture se paiera 25 ans plus tard. Mossadegh, dirigeant démocrate et nationaliste, n'était pas communiste. Sa chute montra que le changement démocratique en Iran pouvait être manipulé de l'extérieur. Le Shah, restauré par des forces étrangères, instaura une dictature, avec une police secrète, la SAVAK, formée par la CIA et le Mossad. Corruption, brutalité et concentration de la richesse. Dans les mosquées, l'histoire de 1953 circula, le vol du pays par les puissances occidentales, la trahison et l'ingérence étrangère. L'ayatollah Khomeini devint le chef de cette opposition religieuse. En 1979, la révolution éclata. Le Shah fut renversé, les diplomates américains pris en otage. La revanche historique était accomplie. Le coup d'État de 1953 fut donc à la fois un triomphe tactique et un désastre stratégique. L'Occident sauva ses profits à court terme, mais détruisit la crédibilité morale et la stabilité politique de l'Iran. La perte du monopole, l'émergence des États-Unis comme puissance dominante et la radicalisation de l'opposition iranienne sont toutes issues de cette décision prise à Londres, motivée par l'argent et le contrôle. Ainsi se termine l'histoire d'Abaddon, de Mossadegh, et de la fin de l'hégémonie britannique sur le pétrole iranien. L'Empire britannique avait sauvé ses finances, mais perdu son honneur. Le prix de cette intervention ne s'est jamais payé en argent, mais en décennies de ressentiment et de conflits.